Bonsoir à tous. Après avoir fait quelques rushs ratés, je vous rassure, on va être sérieux. Donc, concrètement, aujourd'hui, la situation européenne est au bord de l'abîme, vous le savez. Vous avez bien vu qu'il y a la guerre à nouveau en Europe, Ukraine-Russie, j'en ai longuement parlé sur Telegram. Et évidemment, une guerre en Europe, ça veut dire des Européens qui sont tués, des soldats russes. Bon, il n'y a pas beaucoup de Russes ethniques quand même dans l'armée russe, mais des Ukrainiens, ils sont tués. Une immigration vers l'Europe, russe et ukrainienne d'ailleurs aussi bien. Et puis, toujours les phénomènes que nous déplorons depuis des années, phénomènes migratoires, dénatalité et autres. Nous avons vécu l'affaire Covid, nous avons vécu les années terribles, si on peut dire, et évidemment, l'avenir qui s'annonce n'a pas l'air plus favorable. Donc, dans cet océan de boue et de sang et de décrépitude générale, on pourrait baisser les bras, on pourrait se dire que tout est perdu et ça ne sert à rien de se prendre la tête, on n'a qu'à vivre le moment présent. Et puis, à quoi bon l'avenir? Moi, je ne suis pas cette philosophie de vie. J'ai, comme chacun d'entre vous, connu des moments difficiles, surtout cette année 2023. Je ne vous le cache pas. Et il y a le principe. Pourquoi tombons-nous? C'est pour mieux nous relever. Alors nous allons nous relever, c'est-à-dire nous allons lever la tête et nous allons dire, écoutez, l'Europe ne mourra pas au cours du XXIe siècle. La civilisation européenne ne s'éteindra pas et elle créera la surprise que personne n'attend plus. Alors, ce message, j'ai envie de le faire un petit peu, non pas lyrique, mais, comment dire, conquérant. La civilisation européenne n'a pas de leçons à recevoir du monde entier. Je ne dis pas qu'elle a des leçons à donner, mais elle n'en a au moins pas à recevoir. Et il est maintenant le temps que l'homme européen n'accepte plus de vivre à genoux plutôt que de vivre debout. Notre civilisation est autre. Elle n'est ni supérieure ni inférieure aux autres civilisations, elle est différente. Et elle est autour d'un océan qui la sépare du reste du monde. Nous sommes une sorte de phare, mais un phare indépendant, un phare qui brille pour les bateaux qui voudraient trouver leur chemin, mais qui n'est pas là pour briller pour le monde entier. Il est temps de mettre fin à l'universalisme, il est temps d'arrêter de penser que l'Europe doit dicter ses valeurs morales à la planète entière. Non, l'Europe doit être égoïste. L'Europe doit être eurocentrée, c'est-à-dire ne penser qu'à elle, à ses intérêts, à ce qui compte pour elle. Le reste du monde peut bien périr, ce n'est pas notre problème. Donc, retour à l'Europe. Et pour faire l'Europe, il faut arrêter de se diviser entre nous. Donc, il faut mettre fin à tout ce qui est souverainisme, nationalisme et compagnie, qui ne sont que des vecteurs de division. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas accabler la droite nationale plus que le reste. En réalité, les faux européistes de Bruxelles, de Paris et de Berlin ne font pas plus avancer l'idée européenne que Marine Le Pen, Mélanie et compagnie. Non, il faut faire autre chose. La droite nationale ne peut que trahir. Bien sûr, elle peut gagner les élections nationales. C'est de temps en temps le cas. Parfois même, elle arrive à gouverner avec des coalitions. Mais elle ne changera rien. Quant aux souverainistes, ils sont tous en train de se battre dans la même cabine téléphonique. Le problème, c'est que d'ailleurs, le téléphone ne sonne pas. Comme le disait Kissinger, mort récemment, l'Europe, quel numéro de téléphone? On va dire les souverainistes, quel numéro d'hôpital psychiatrique? Je ne sais pas lequel. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va les laisser dans leur cellule capitonnée et on va faire des choses plus intelligentes. Donc aujourd'hui, la situation européenne est dans un état, non pas de mort cérébrale, mais en tout cas de décrépitude avancée. Et donc, au milieu des ténèbres, nous allons annoncer le soleil pour mettre un petit peu de clarté dans ce monde de brume. C'est quoi le soleil? D'abord, c'est dire qui nous sommes. Nous sommes quoi? Je ne dis même pas nous sommes qui. Nous sommes quoi? Nous sommes des Européens. Et nous n'avons pas honte d'être des Européens. Et dans ce monde de moins en moins européen, il est d'autant plus important d'affirmer notre européanité. Alors certains vous expliquent que les Européens n'ont rien en commun. Mais ce sont les mêmes qui vous expliquent que Mayotte est française. Donc il y a un problème de fond. Nous sommes des Européens assumés. Comme je l'ai dit, nous n'avons ni sentiment de supériorité, ni sentiment d'infériorité. Mais nous n'avons pas envie de céder la place, encore moins sur la terre de nos ancêtres, à qui que ce soit. Donc, dans ce contexte-là, nous proposons des solutions dont nous sommes les seuls à être des promoteurs. Parmi les solutions, il y a la question de la nationalité européenne. Pourquoi? C'est important parce qu'aujourd'hui, les nationalités d'Europe occidentale notamment n'ont plus grande valeur. Depuis 1946 en France, depuis 1948 au Royaume-Uni, depuis les années Schröder, donc 2000
en Allemagne, depuis Papandréou en 2008 en Grèce et ailleurs, la société française, la société allemande, la société britannique, bon, vous allez l'obtenir comme vous allez sortir un billet de 20 euros d'une machine bancaire. Donc, ça n'a pas de signification. Les codes de nationalité ont été largement dévoyés, y compris en Italie. Parce que l'Italie, par exemple, a maintenu le droit du sang. On pourrait se dire, ils sont protégés. Sauf que, vu que l'État italien, y compris Souveoni, distribue la nationalité italienne à qui la demande, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, nationalité française, ça ne veut rien dire. Or, toute la droite nationale ne voit que par ce prisme. Il faut être de nationalité française pour la priorité nationale vendue par Marine Le Pen. Mais vous savez que ça ne veut rien. Donc, comment on fait ? Nous, on dit, nationalité française, on s'en moque. Moi, je n'y tiens pas spécialement. Parce que ce qu'on me donne, mais qu'on donne à toute la planète, n'a pas beaucoup de valeur. Pourquoi je serais fier d'avoir la nationalité française sous prétexte que mes parents me l'ont donné, mes grands-parents me l'ont donné ? Si elle avait encore de la valeur, je dirais oui, c'est bien, mais elle n'en a plus. Par contre, la nationalité européenne que je prône, et que j'aurai naturellement, évidemment, il ne faut quand même pas être bête, créer une nationalité dont on peut être le porteur naturel, eh bien, cette nationalité européenne ne sera pas tributaire des trahisons des États, des gouvernements. Nous mettons le compteur à zéro. Ok, ça fait 70 ans qu'il y a des conneries qui sont faites. Nous, on met le compteur à zéro et on recommence à partir d'une base juridique vierge. Alors, vous me direz, oui, mais les traités. Les traités sont signés entre États. Si les États qui les ont signés n'existent plus, les traités n'existent plus. Vous voyez, il y a plus simple que de sortir des traités. Plus simple que de dénoncer l'Union européenne. Il y a mieux. En fait, pour que l'État français ne sorte pas de l'Union européenne, au lieu de sortir de l'Union européenne, il suffit de supprimer l'État français. Bon, c'est plus simple quand même. Donc vous voyez, les États, on les supprime gentiment. Bien sûr, les fonctionnaires français seront fonctionnaires européens, ne vous inquiétez pas. Mais les dettes pourront peut-être passer à la trappe, en partie, parce qu'il faut être crédible. Donc une partie des dettes, on dira, écoutez, l'État qui a créé ces dettes n'existe plus. Vous savez, en Alsace, par exemple, vous pouvez vous mettre en faillite personnelle. Dire, je suis en faillite personnelle, et là, vous ne payez plus rien. On pourrait dire que les États sont en faillite étatique. Et que l'État européen les remplace, mais sans être un liquidateur qui hérite de toutes leurs dettes. L'État liquidateur européen, c'est pas mal comme concept. Donc, on fait un État européen, pour les Européens, par les Européens, et cet État européen, on lui donne tous les moyens politiques nécessaires pour défendre notre identité. Donc on crée une nationalité européenne qu'on ne donne pas à la planète entière, et on rattache un certain nombre de droits et de devoirs à la possession de cette nationalité. À l'issue de tout cela, on a une base juridique saine. Il y a les ayants droit et les non-ayants droit. Aux ayants droit, évidemment, il y a tout ce qui va avec. Aux non-ayants droit, il y a, disons, un câlin bénéfique pour les inciter à une assomption identitaire, beau concept que l'assomption identitaire, naturelle. Deviens ce que tu es, dit Nietzsche. Et nous leur répondons, si vous ne devenez pas ce que vous êtes, on vous rappellera qui vous êtes. Comme ça, c'est plus simple. Donc, en fait, on se rend bien compte que la plupart des gens du monde sont d'accord avec nous quand ils sont chez eux. Celui qui est chez lui sait ce que nous voulons dire. Celui qui ne l'est pas a un intérêt personnel à ce que nous n'arrivons pas au pouvoir. Mais désolé, nous arriverons au pouvoir quand même. Donc, ça c'est la base de travail. Qui est citoyen européen ? Quels sont les droits et les devoirs d'un citoyen européen ? Quel est le cadre politique dans lequel on va intégrer tout ça ? L'État européen. Donc c'est une révolution. Démocratique, par les urnes, respectueuse de la volonté populaire, mais ça reste une révolution. Comme le disait Steve Jobs, ceci est une révolution. This is a revolution. I'm sorry, but it is. That's now what we have to do. Donc, plus sérieusement, nous sommes une révolution. Une révolution politique, démocratique, républicaine, blablabla. Mais nous sommes dans une solution. Et cette solution, il n'appartient qu'à vous de la rejoindre et de la soutenir. Même si nous ne sommes rien, demain, nous saurons tout. À vous de jouer. J'ai une petite question. Dans un ancien épisode, vous avez donné les critères de la nationalité européenne. Donc, l'idée, ce serait on efface les anciennes nations pour créer la nation européenne, et du coup, les anciennes nationalités seraient caduques, et on créerait une nouvelle nationalité avec des critères. Mais qu'est-ce qui empêcherait des nationalistes et des souverainistes de faire la même chose à l'échelle de leurs États ? Par exemple, en faisant une 6e République. Il y a des principes du droit international qui s'appliquent. Par exemple, le principe de continuité juridique. Un État n'a pas à revenir sur des avantages qu'il a
accordé auparavant. À partir du moment où l'État français a trahi ses responsabilités, il n'y a pas de retour en arrière. C'est la continuité juridique. On ne peut pas revenir en arrière de politiques qui ont été mises en place, sauf à changer de paradigme, donc à changer de cadre politique et à changer de logique. D'ailleurs, les nationalistes et souverainistes le reconnaissent. Ils disent tous, finalement, ils sont là, il faut faire avec. C'est bien la preuve qu'ils n'ont pas de solution. Ils disent parfois, oui, il aurait fallu ne pas donner la nationalité française à toute la planète. Mais maintenant que c'est fait, ben on assume. C'est ça le souverainisme, c'est ça le nationalisme français. C'est dire, fallait pas, mais on assume. On accepte les trahisons des États, puisqu'on vient après eux. On ne remet pas en cause tout cela. C'est le réformiste. Le réformiste ne remet jamais en cause ce qui a eu lieu. Le révolutionnaire dit, je ne suis pas comptable de décisions que je n'ai pas prises. Moi, Thomas Ferrier, personnellement, je ne suis pas responsable de la situation de la France et de l'Europe d'aujourd'hui. Je n'ai pas voté pour, et on m'a pas demandé vraiment mon avis. Donc, je ne suis pas comptable de cela. Et les Européens, dans leur écrasante majorité, ne sont ni coupables, ni responsables, ni comptables de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, on nous a menti, on nous a expliqué, par exemple, que les flux seraient temporaires, que c'était une version de travail, qui ne resterait pas. C'est ce qu'on nous a dit au départ. C'était naïf et on s'est fait abuser. Mais, bon, et au fur et à mesure du temps, on nous a expliqué que finalement, ce qui devait être temporaire allait durer, que ce qui allait durer allait devenir pérenne, et que ce qui allait devenir pérenne allait être définitif. Par exemple, un exemple typique de ce genre de conception, j'ai vu ça récemment et ça m'a indigné d'ailleurs, mais malheureusement, à l'heure où on parle, le nom du coupable m'échappe, mais en substance, c'était l'idée que... ah oui, c'est Marc Menant pour CNews, qu'ils seraient définitivement là. Ils sont là et ils seront toujours là, nous dit Marc Menant. Alors bien sûr, il déplore les conséquences, la laïcité n'est pas respectée, etc. Mais ils seront toujours là. Effectivement, ils seront toujours là, comme les pieds noirs sont toujours là en Algérie, par exemple, comme les afrikaners seront toujours là en Afrique du Sud, ça, je suis un peu sceptique, comme les Amérindiens sont toujours les maîtres des États-Unis d'Amérique, etc. C'est-à-dire ils seront toujours là. La question est sous quelle forme. Mais c'est un autre débat. La réponse objective, c'est de dire que de toute façon, c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est qui nous sommes, qui nous voulons être, et demain, comment l'Europe sera. Donc, moi, je ne vais pas vous faire une grande propagande. Vous savez, je ne suis pas un commercial, vendeur de tapis. Je ne vous vends pas un produit marketing style, je ne sais pas, TF1 à 9h du matin, vous vendant le super aspirateur Bro qui vous nettoie le tapis magnifiquement. Moi, je vous donne une solution réelle. C'est le cadre actuel n'a pas d'avenir. Les solutions réformistes n'ont pas d'avenir et seront de toute façon des réformettes dans un verre d'eau. Vous voulez que l'Europe s'en sorte, vous voulez que l'Europe change. Vous pensez que l'Europe a un destin commun quand même, que l'unité de l'Europe est naturelle, même si l'Union européenne actuelle ne vous séduit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'unit d'abord et on montre l'exemple. Donc, là je vais vous dire les choses clairement. Moi je ne suis qu'un vecteur. C'est à vous de réagir. C'est à vous de faire que le vecteur devienne une solution. Pour l'instant, nous n'en sommes pas, puisque nous sommes un groupuscule, je ne vais pas vous mentir. Mais nous avons les solutions que les grands partis politiques, qui eux ne sont pas des groupuscules, n'ont pas. Je vais prendre un exemple du Seigneur des Anneaux, version Peter Jackson, la dernière version, Le Retour du Roi. The Return of the King. Bon. Il y a un personnage secondaire d'une chose qui dit à un moment donné, une défaite certaine, la défaite certaine, c'est si rien ne change, l'Europe disparaît au cours du XXIe siècle, une petite chance de succès. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Eh bien, c'est exactement ça. Bien sûr, je ne suis ni Frodon ni Gollum. Mais, je ne suis pas non plus Aragorn. Mais je suis un d'entre vous. Et je pense que si on fait une synergie de tous les Européens lucides, nous pouvons changer l'histoire. L'homme européen a toujours changé l'histoire. Un homme, des hommes. Car qu'aurait été Alexandre le Grand sans ses soldats? Est-ce qu'il aurait pu conquérir l'Empire perse seul? Bien sûr que non. Donc nous sommes une sorte de, non pas de confrérie, même de confraternité, ou de fraternité tout court. Nous sommes une synergie d'Européens éclairés. Et vous l'êtes aussi. Et le drame d'aujourd'hui, c'est que vous avez perdu l'espoir. Que vous dites que vous ne pouvez pas changer l'histoire. L'homme européen peut changer l'histoire. Alors des millions d'hommes européens
peuvent plus que changer l'histoire. Donc il faut agir, il faut se réveiller, et il faut gagner, tout simplement. Pour gagner, il faut avoir compris l'enjeu. Les élections européennes de 2024, malheureusement, ne seront pas l'enjeu que nous espérons. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas réussi, et j'en suis le principal responsable, malgré tout, même si les médias et le système sont aussi en cause, à avoir émergé médiatiquement. N'ayant pas émergé médiatiquement, je n'ai pas les moyens humains et financiers de proposer une liste crédible, au-delà de faire 3000 voix, comme par exemple Vauquelin ou autre. C'est pas un intérêt. Quel intérêt d'aller faire une liste pour faire 3000 voix ? Est-ce que vous croyez qu'on va me connaître davantage ? Non, ça sera ridicule. L'avantage, c'est que si on se présente aux élections européennes, chaque chaîne de télé est obligée de diffuser des vidéos en fait, publicitaires pour les différents partis qui sont présentés. C'est une obligation. Donc même, admettons, si on n'est pas connu, ça nous permettrait quand même de passer éventuellement à la télé. Après, est-ce que les coûts financiers, est-ce que ça nous apporterait sur intéressant ? C'est un autre débat. Je ne sais pas, est-ce que vous vous souvenez du spot de Renaud Camus, du spot de Vincent Vauquelin aux élections européennes ? Moi, personnellement, je ne m'en souviens pas. Renaud Camus a retiré sa candidature. Oui, enfin, c'est le gars qui dit « Je suis candidat, mais votez pas pour moi ». Bon, j'aime bien, mais je trouvais que c'était drôle à l'époque. Je veux dire, sous prétexte qu'il y a tel ou tel membre de sa liste qui n'a pas forcément une intelligence extrême. Bon, mais peu importe, la question n'est pas là. La question, c'est que vous faites ça, c'est un one-shot. Est-ce qu'il y a eu une nouvelle liste ? Je me souviens les spots de oui. Camus. Mais concrètement, est-ce qu'ils ont pu se représenter derrière ? Non. Non, après, pour l'exemple de Vauquelin, il a dissous son parti politique pour créer un autre groupuscule encore plus petit. Plus confidentiel. Plus confidentiel, voilà. Mais par contre, j'ai eu des informations à l'époque et je peux affirmer que le parti a augmenté ses visites sur son site internet par 10. Donc ça a eu quand même une incidence, même si effectivement, si on passe de 300 visites par jour à 3000, c'est pas énorme, mais c'est quand même... Oui, mais l'émergence médiatique crée la différence, c'est pas à ce niveau-là. On va être très clair. Le Front National, en 1984, fait à peu près entre 10 et 11% des voix aux élections européennes. La liste Tapie, l'Europe Écologie Les Verts, etc., toutes les listes qui ont créé l'histoire, y compris les souverainistes à l'époque, style Villiers-Pasqua, ont fait des bons scores aux élections européennes. Mais pour faire un bon score aux élections européennes, il faut une campagne qui soit crédible. Il faut le financement, il faut qu'on soit capable d'avoir des affiches dans tous les bureaux de vote, des bulletins de vote partout, et pas dire aux gens d'aller imprimer leurs bulletins de vote sur Internet. Bon, ça ne marche pas. Voilà, personne ne va s'emmerder à aller imprimer son bulletin de vote. Donc, il faut les moyens ou c'est pas la peine. Moi, je pars d'un principe, c'est où on y va sérieusement, ou on n'y va pas. Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les conditions pour être crédibles. Donc, je ne vais pas aller au casse-pipe pour montrer aux gens qu'on est nuls. Ça n'a pas de sens. Nous n'avons pas les moyens de notre ambition. Ces moyens, nous ne les avons pas. Nous n'allons pas à un combat qu'on ne peut pas mener. Il faut respecter le principe classique, c'est ne mène pas le combat que tu ne peux pas gagner. Et nous n'avons pas les moyens de le gagner. Si demain, je savais que dans les sondages, j'étais à 10-15%, même à 7%, on y va, évidemment, bien sûr. Mais aujourd'hui, je ferai quoi comme voix ? 4000 voix ? Allez, je suis ambitieux. Personne ne me connaît. Qu'est-ce que vous voulez que les gens votent pour moi ? Donc, l'ouverture médiatique, l'espace médiatique, c'est une condition sine qua non. Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais existé politiquement, par exemple, si François Mitterrand ne lui avait pas donné accès au prime time des médias. Je sais que je suis lourd là-dessus, mais Vincent Vauquelin, en se présentant, alors qu'il était connu de personne, vu qu'il était candidat aux élections européennes, il était invité sur certains médias. Après, il n'a pas forcément été assez bon pour émerger médiatiquement, pour faire du buzz, mais un candidat qui n'est pas forcément connu et qui, lorsqu'il est invité exceptionnellement sur certains médias, comme Sud Radio par exemple, s'il est assez bon, peut-être que cela peut permettre de le faire buzzer et d'être invité sur des plateaux de télé plus importants. Le buzz est un autre débat. Le fait est que ça n'a pas marché dans les cas qu'on évoque. Mais le buzz n'est pas à tout prix. En politique, les premiers temps de l'émergence sont déterminants sur l'avenir. On peut provoquer et exister médiatiquement très vite. Et après, on existe très peu de temps. On peut essayer de bâtir. Nous, on a la chance d'avoir un discours construit, structuré, cohérent, une vision d'avenir, une vision des choses claire. C'est notre force. Mais ce n'est pas un discours qui se plaît, qui est pratique pour la démagogie.
C'est beaucoup plus facile de dire il suffit de quitter l'Union européenne pour tout régler que de dire nous allons bâtir une Europe politique réellement unie. Or, les gens m'opposent un argument classique, c'est l'utopie. Comme je leur réponds souvent, je suis utopiste. Qu'est-ce que c'est la différence entre l'utopie et l'utopie? L'utopie, c'est le non-lieu, c'est le lieu qui n'existe pas. L'utopie, c'est le bon lieu, le lieu d'exercice naturel d'un programme. L'utopie, c'est de croire que la France seule peut s'en sortir. L'utopie, c'est de croire que Marine Le Pen présidente changerait l'histoire. L'utopie, c'est de dire l'Europe est le point de rupture et de bascule nécessaire pour sauver notre civilisation. C'est au niveau européen que ça va se jouer, et nos adversaires le savent en réalité. Je parle des adversaires euromondialistes. Que disent-ils? Ils disent que finalement, l'avenir, c'est l'Europe unie. Et ils ont raison. Simplement, leur vision de l'Europe unie n'est pas la nôtre. Ils ont une vision globaliste, nous avons une vision, on va dire, identitaire de l'Europe, charnelle. Eux, l'Europe, c'est un marché, c'est des gens anonymes, indifférents, un monde gris, uniforme. Nous, pour nous, les Européens, c'est un peuple, c'est une nation, c'est une communauté, c'est une identité. Et c'est la grande différence avec les euromondialistes. En fait, les nationalistes classiques se trompent de siècle et les mondialistes se trompent d'idées. Et nous, nous avons la réponse. Oui, il faut une Europe unie, bien plus unie que celle que Macron prétend défendre. Et oui, il faut une Europe bien plus identitaire que celle que Marine Le Pen prétend défendre. C'est ça qui est la rupture. Nous sommes plus européistes que Macron et nous sommes plus identitaires que Marine Le Pen. Alors, moi j'ai une autre question. Je parle souvent à mon entourage et beaucoup de gens me disent votre projet, sur le papier, il est très bien. Le problème, c'est que certains lobbies, certaines personnes, certains gouvernements ne vous laisseront pas faire. Des fois, ils partent dans des complotismes plus ou moins exacerbés où ils disent voilà, les États-Unis ne vous laisseront pas faire l'Europe unie parce qu'ils perdraient des intérêts économiques et autres, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre tout simplement sur leurs arguments? Comment on peut leur expliquer qu'il est possible de construire une Europe unie de manière démocratique? Bon, concrètement, si c'était facile, ça serait déjà fait. Bon. Le fait est que, bien sûr, les Américains n'ont pas forcément intérêt à l'Europe unie. Enfin, quels Américains? Le système américain. En réalité, je vous le dis, l'intérêt des Euro-Américains, c'est qu'il y ait une Europe unie. Parce que s'il y a une Europe unie, ça va les réveiller eux aussi. Ils vont pouvoir retrouver l'Amérique de John Wayne. Tout simplement. En fait, le message que le Parti européen envoie n'est pas qu'aux Européens d'Europe. Notre message est adressé à tous les Européens du monde entier. Qu'ils soient en Argentine, au Canada, aux États-Unis, en Australie ou chez les Afrikaners. Notre message, c'est pour les Européens d'Europe, mais pour aussi les Européens de l'Europe étendue. Et donc, nous voulons réveiller tous les Européens, y compris les Européens de Vancouver à Vladivostok. Notre but, c'est l'Europe unie de l'Islande à l'Oural, et par extension au Pacifique. La grande Europe de l'Islande à la Russie. Mais nous ne nions pas le caractère européen de 60% des Américains d'aujourd'hui, de 46% des Brésiliens et autres. Nous savons qu'ils sont nôtres, qu'ils sont des frères expatriés, mais ça reste des frères. Donc nous dépassons le cadre de l'Europe dans notre discours. Tous les Européens dans le monde entier doivent redevenir fiers d'être Européens et affirmer leur identité. Et c'est comme ça que nous allons vaincre. En fait, si les Européens redevenaient eux-mêmes, ça fait belle lurette qu'on serait sauvés. Alors, extension du domaine de la lutte. C'est Houellebecq, ça. Oui, on me fait remarquer que c'est Houellebecq, mais d'abord c'est un concept dialectique. Il y a les mondialistes. On s'occupera de les dénoncer politiquement en son temps. Il y a un petit règlement de compte que j'ai envie d'envoyer, un petit scud perso, voilà, aux souverainistes. Alors d'abord, les souverainistes, j'ai envie de leur dire ceci. J'ai envie de leur dire, vous avez peur. Et vous avez bien raison d'avoir peur. Car je note que vous n'avez pas le courage de m'affronter dialectiquement. Je le dis honnêtement. Vous n'avez pas le courage de m'affronter dialectiquement. Vous fuyez le débat. Il faut dire que vous défendez des thèses qui ne sont pas tellement faciles à défendre. Par exemple, vous avez expliqué aux Français qui ont l'euro qu'ils risquent de perdre 30 à 50% de la valeur de leur argent, qu'ils peuvent perdre 30 à 50% du pouvoir d'achat si on quittait la zone euro. Vous avez remarqué que les Grecs n'ont certainement pas voulu quitter la zone euro. Alors, je prends l'exemple grec parce que c'est intéressant. D'abord, aucun souverainiste ne rappelle
que si la Grèce a été en difficulté économiquement, ce n'est pas de la faute de l'euro, c'est de la faute d'une attaque spéculative américaine contre le maillon faible de la zone euro. Et l'Europe n'a pas défendu les Grecs. Moi, j'aurais défendu les Grecs, mordicus, en disant aux Américains, vous arrêtez votre attaque. Bon. Les souverainistes, pourtant souvent anti-américains, oublient de dire que les Américains, quand je dis Américains, le système a voulu déstabiliser la zone euro en tapant sur son maillon faible, la Grèce. Ça, c'est la première règle. Deuxième chose, le régime grec n'est pas nécessairement très bon. Moi, je pense qu'il y aurait un gouverneur européen de la Grèce, ça aurait été plus utile pour les Grecs que ce qu'ils ont eu. Parce que moi, en tant que gouverneur européen de la Grèce, qu'est-ce que je fais ? 1. Je nationalise l'intégralité des biens des églises orthodoxes. 2. Je mets les armateurs grecs très riches à l'amende. Et donc, je commence à mettre de l'ordre dans la maison grecque. Un vrai cadastre, l'impôt sur le revenu qui rentre réellement, etc. Je remets le pays dans la droite ligne. Et c'est ainsi que les Grecs auraient beaucoup moins souffert de cette crise économique dont ils sortent aujourd'hui, mais avec un prix douloureux. Mais vous remarquerez que les Grecs n'ont jamais, à aucun moment, voulu quitter la zone euro. Que s'est-il passé même ? Les Grecs ont commencé à dire que s'il y avait une menace de quitter la zone euro, ils sortaient tout leur argent en euros des banques. Que se passerait-il si un gouvernement en France, si Philippot ou Asselineau, mais ça n'arrivera jamais évidemment, décidait qu'on quitte la zone euro ? Eh bien, vous auriez des millions de Français à faire le siège des banques pour sortir tout leur argent en euros, en se disant au moins en euros ça a de la valeur, en néo-francs, bulle. Donc de toute façon, ça ne serait pas tenable, vous auriez une ruine économique où tout simplement le gouvernement serait obligé de céder. Je vous le dis, les Français ne quitteront pas la zone euro. Les Français ne renonceront pas à l'euro. L'euro peut tomber tout seul, et nous aurons tous des yeux pour pleurer, mais voilà, le souverainisme est un mensonge. On l'a vu avec le Brexit. 800 000 entrées de migrants non européens au Royaume-Uni en 2022. C'est ça le bilan réel du Brexit. L'électeur britannique de base, qui votait pour les conservateurs ou pour le Labour, il s'est imaginé que s'il y avait des millions de gens dans leur pays dont ils ne voulaient pas, c'était la faute de l'Union européenne. Sauf que c'est la faute du Royaume-Uni depuis toujours. Et on l'a démontré avec le Brexit. Ils quittent l'Union européenne, c'est 10 fois pire. Bon, c'est quand même révélateur. Car ils le savent, puisque 60 à 62% des Britanniques veulent retourner dans l'Union européenne. Mais la classe britannique ne veut pas leur donner un référendum de retour. Même les travaillistes, qui pourraient gagner bientôt, ne veulent pas lancer cette idée. Pourquoi ont-ils peur que le Royaume-Uni retourne dans l'Union européenne ? Au contraire, c'est la façon de mettre Asselineau et Philippot au Pôle emploi. Moi, je souhaite qu'ils soient au Pôle emploi. Je souhaite qu'ils soient virés d'ailleurs de la fonction publique et de l'ENA. Parce que quand on ne défend pas l'intérêt de son pays, on n'a pas à être fonctionnaire ou haut fonctionnaire. Dehors, les souverainistes. Allez donc au Pôle emploi ou allez construire votre boîte d'entreprise qui ne marchera jamais. Ça, c'est un bon moyen, justement, pour vérifier si des idées marchent ou ne marchent pas, c'est de l'appliquer au réel, d'appliquer au marché. Prenez les idées souverainistes, confrontez-les au marché, et voyez ce que ça va donner. Ah bah c'est déjà réglé. Voilà. Le débat est réglé. Non, mais voilà. Alors, il y a des souverainistes qui me bloquent sur Twitter, sur X maintenant. Il y a des souverainistes qui m'insultent sans autre argument que du complotisme. Du style, par exemple, je serai un agent des Allemands, un agent américain, un mondialiste, tout ce que vous voulez. Un vrai argument, je n'en ai pas en face de moi. Parce que le réel identitaire, je l'ai. Alors, c'est facile de taper sur un mondialiste pro-immigration, quand on est souverainiste. Mais quand on tombe sur un européiste anti-immigration, c'est moins facile. Et là, bizarrement, les souverainistes, ils ne savent pas trop comment faire. Comment aborder le sujet férié ? Si on attaque sur l'immigration, ils nous défoncent. Si on attaque sur l'Europe, l'euro et compagnie, ils nous défoncent. Donc on ne peut pas attaquer Thomas Ferrier. Et ils le savent. Parce qu'il ne faut pas croire que les souverainistes sont des imbéciles. Moi, je ne les prends pas pour des imbéciles. Je pense qu'ils sont nocifs, idéologiquement, mais ce n'est pas des imbéciles. Ils se disent, un mondialiste, c'est facile à battre. Un européiste sincère, on l'a dans le fondement. Et donc, ils le savent. Alors certes, certains d'entre eux aiment bien que le fondement soit sollicité. Mais pas par les européistes. Moi, j'ai remarqué, généralement, les souverainistes, c'est des girouettes. Ils vont changer leur discours selon les personnes qu'ils ont en face d'eux. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont s'adresser à un public un petit peu plus identitaire, ils vont vous dire par exemple que l'immigration est due à l'Union européenne, ils vont dire des sottises.
Et face à des gens comme vous, par exemple, ils vont vous dire que vous êtes raciste et que vous êtes une incarnation du Troisième Reich. Donc, d'un côté, ils vont vous servir une soupe pro-créolisation, voilà, tout le monde peut être français, etc. Et ceux qui sont identitaires sont des racistes. Et de l'autre côté, ils vont vous servir une soupe un peu plus identitaire, etc. C'est-à-dire que le problème du souverainiste, c'est qu'idéologiquement, il est à voile et à vapeur. Je dis bien idéologiquement, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Idéologiquement, ils ne savent pas où ils habitent. Où ils habitent. Et donc, en conséquence de quoi, eh bien, forcément, quand on ne sait pas où on habite, je ne dirais pas qu'on a mal au fondement, mais qu'on a des problèmes. Et donc, nous, on n'a pas ce problème-là. Nous, on sait où on habite, on sait qui on est, on ne change pas de pensée en fonction du climat, de l'air ambiant ou de taux d'humidité. Moi, ça fait, bien sûr, j'ai évolué, mais ça fait quand même 20 ans que je défends les mêmes idées. Je les ai fait évoluer, je les ai fait progresser, dialectiquement, je dis des choses que je ne disais pas il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Mais le fond doctrinal reste le même. Il y a une continuité. On évolue, on vieillit, on devient plus intelligent, mais on a quand même la même base de départ. Le salut de l'identité européenne passe par l'unité politique européenne. Il y a un lien intime entre les deux. Et lorsque Asselineau nazifie l'Union européenne, c'est exactement ça. Il dit quoi, pour prendre des exemples de cette incohérence? Il dit que l'Union européenne, c'est le 4e Reich, ou le 3e, ou le 5e, j'en sais rien. Et en même temps, il dit que l'Union européenne est laxiste vis-à-vis de l'immigration. C'est complètement contradictoire. Ou bien on a un régime hyper nationaliste, car c'était ça le 3e. C'était un nationalisme allemand, totalitaire, radical. Ou bien on est pour l'ouverture au monde entier. C'est donc n'importe quoi. Et même la comparaison avec la nouvelle Union soviétique, le nationalisme grand russe, que Poutine réactive, d'essence soviétique était présent. Staline était qualifié de national-socialiste par Trotsky. C'est quand même pas un hasard. Donc, nous expliquer que l'Union européenne, c'est un régime nationaliste, c'est pas le cas. Et ça serait le cas, ils n'auraient plus d'arguments, en fait. Donc le drame, il est là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accuser l'Union européenne d'être pour l'immigration et d'être nazi. C'est pas possible. C'est l'un ou c'est l'autre, mais c'est pas les deux. J'ai remarqué aussi une chose, c'est que les souverainistes ne se rendent pas compte qu'on a changé de monde. Avant, on était dans le middle-line. Je vais expliquer après pourquoi. Et aujourd'hui, pour moi, on est dans le Joe to name. Aujourd'hui, maintenant, on est dans un monde de géants, où il y a des grandes coalitions, des grands blocs qui se créent, parce qu'il y a eu la mondialisation. Le nationalisme était peut-être bien au 19e siècle, au 18e siècle, mais on n'est plus au 19e et 18e siècle. Aujourd'hui, on a les avions, on a Internet, on a la communication, on est dans un monde mondialisé et on n'a pas le choix de faire avec. Et donc, ce que je disais, c'est que on a un bloc maintenant sino-russe qui se crée, on a le monde arabe qui est énorme, on a les États-Unis, etc. Il y a des gros blocs qui se créent dans le monde et des grosses alliances qui se créent, des alliances économiques, des alliances militaires, etc. Alors, dans un monde envahi de Jotnar, c'est-à-dire des gérants de givre, que tu évoques par Jotunheim, qu'est-ce que l'Europe-nation? Eh bien, l'Europe-nation, c'est le marteau de Thor.